Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 24e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour vous, professionnels de l'informatique. Et pour décrypter, analyser cette actualité, je suis, comme chaque semaine, en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, on va aborder un certain nombre de sujets, mais nous aurons aussi l'occasion de recevoir, comme invité de la semaine, Mathieu de Montvalon, qui est responsable pour la France de la société ServiceNow, acteur de l'ITSM, mais peut-être même plus d'ailleurs, on en parlera avec lui dans quelques minutes. Mais avant, encore une fois, d'engager la discussion avec lui, ce que je vous propose, c'est de faire un point sur l'actualité de la semaine, de revenir sur les différents sujets qui ont marqué votre attention. Alors, on va parler en premier temps de sécurité. Alors, sur un point peut-être un peu différent, puisque l'ensemble des acteurs qu'on reçoit souvent dans le secteur de la sécurité nous parlent de leurs produits, mais il y a quand même un point essentiel qu'on oublie, c'est les compétences, parce que ces produits-là, malheureusement, ne fonctionnent pas tout seuls. Et s'il y a bien un secteur quand même qui est technique, c'est la sécurité. Et donc on a reçu récemment une étude qui fait un peu le point sur les problématiques en matière de formation. Et j'allais dire, il y a du travail. Oui, alors effectivement, c'est une étude qui a été commanditée par Syntec Numérique, qui a été commanditée à l'OPIEC, donc c'est l'organisme paritaire. Et puis, en fait, la cheville ouvrière de l'étude, c'est le cabinet Ernst & Young, donc EY on dit maintenant, je crois, et qui fait un bilan assez complet sur les besoins en recrutement et en formation pour la cybersécurité en France. Et donc, bon, il y a d'abord un constat un peu, je dirais un peu global, et puis après, elle rentre dans le détail sur le recrutement et la formation. Donc, le premier, alors il y a quelques chiffres à retenir, parce que évidemment, dans l'étude, il y a beaucoup de chiffres, et il y a la description de tous les profils qui vont être requis. Enfin, c'est une étude qui est assez approfondie. Le premier chiffre qu'il faut retenir, c'est que, en gros, en France, il y a 24 000 spécialistes de sécurité. Et quand on parle spécialiste de sécurité, c'est à la fois le développeur de logiciels, c'est l'intégrateur, c'est celui qui fait des conseils. Donc je dirais que c'est toute la chaîne. L'écosystème de la sécurité. Donc 24 000 personnes, ça représente à peu près 3% du secteur. Donc bon, c'est peu ou beaucoup, mais enfin c'est quand même significatif. Compte tenu de l'écho médiatique des problèmes de sécurité, on peut trouver que c'est peut-être pas finalement. Absolument. Si et alors, donc ça c'est le premier chiffre. Le deuxième, c'est que, et on s'en doute assez facilement, c'est que c'est un secteur qui va croître assez rapidement, a priori avec une création nette de 3% sur les 3 ans qui viennent, donc 1400 spécialistes supplémentaires, et puis 6% et 8% dans les 5 ans. Donc ça veut dire que c'est en gros entre 1500 et 2000 personnes à former. Création nette. Donc si on prend les gens qui partent à la retraite, puisque même si c'est un secteur qui est relativement jeune, il y a déjà des gens qui arrivent à ce niveau-là. Donc on voit bien que c'est quand même près de 2000-2500 personnes sur les 3-5 ans qui viennent qu'il va falloir former. Donc c'est quand même un enjeu assez important. Assez important. Ensuite, l'étude passe sur les besoins en recrutement pour les entreprises et qui montre que finalement les besoins en recrutement ont vraiment du mal à être pourvus parce qu'il n'y a pas assez de spécialistes sur le marché, sachant que, bon, comme on vient de le dire, ça croît assez rapidement. Et puis après, l'étude fait un peu le point sur les différentes formations. Donc il y a la formation initiale, les licences, les masters, et puis aussi les formations qui sont faites dans les écoles, puisque dans les écoles, je dirais, d'informatique, il y a de plus en plus de spécialisation dans la sécurité. Et puis il y a aussi un point qui est important, c'est la formation continue. Et là, il y a de plus en plus de structures qui proposent ce genre de choses. Donc c'est vraiment une étude intéressante et pour toutes les entreprises qui ont des besoins dans ce domaine, je pense qu'elles peuvent s'y reporter. D'y jeter un œil, un peu plus. Très bien. Alors, on parlait de sécurité au niveau ressources humaines. Là, on revient sur la technique. Et Cisco annonce des nouveautés en matière de réseau et de sécurité.
avec, j'allais dire, toujours la même promesse, faites-nous confiance, ça va fonctionner beaucoup plus facilement grâce à un nouveau produit. Oui, c'est ça. Bon, ça fait quand même 20 ans qu'ils nous le disent, c'est toujours aussi compliqué, mais bon, je me sens un peu mauvaise langue. 30 ans, parce que Cisco, oui, c'est créé en 84. Effectivement, ils ont présenté cette annonce comme le fruit d'un développement de R&D depuis 2 ans, et que c'est vraiment une annonce très, très importante. Bon, ils ont donné les premiers éléments, le contexte général. Il se trouve qu'il va y avoir le Cisco Live à Las Vegas la semaine prochaine, donc vraisemblablement il y aura une présentation un peu plus détaillée. Je dirais que là, le principe général, donc peut-être même avant de parler de cette annonce, bon, il se trouve que Cisco, on a suivi ces derniers temps, Cisco c'est une entreprise qui rachète à tour de bras. Cisco, dans les dernières années, c'est une entreprise qui a connu quelques difficultés et qui a été obligée, entre guillemets, de se séparer de pas mal de collaborateurs. Donc c'est le contexte général de l'entreprise. Et là, vraisemblablement, donc Chuck Robin est arrivé aux manettes il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc ce sera, bon, il y avait avant l'indéboulonnable Judd Chambers, qui était là depuis la figure de proue, 95, donc c'était vraiment l'emblème de l'entreprise. Donc c'est la première annonce importante pour Chuck Robbins, et on verra dans les 3-5 ans qui viennent si elle porte ses fruits. Et donc je dirais que ça a été présenté comme une annonce majeure pour Cisco. Donc c'est je dirais une présentation assez générale où on parle beaucoup de faire en sorte que la notion du réseau, et l'idée c'est que le réseau c'est vraiment la composante. Alors évidemment les gens du stockage ils disent c'est le stockage, les gens du serveur ils disent c'est le serveur, mais le réseau on comprend bien que dans l'ensemble de toutes les technologies qu'on suit, c'est un élément qui est soumis à de fortes pressions, et puis il y a l'aspect sécurité dont on va parler également qui entre en ligne de compte. Et donc là l'idée c'est de dire, les maîtres mots c'est intuition. Donc ça veut dire qu'au lieu de rentrer dans la technologie, on va pouvoir gérer le réseau de manière beaucoup plus intuitive. Il va y avoir des éléments qui sont liés à la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de détecter, puisque Cisco gère quand même une grosse partie du réseau mondial, avec la possibilité de gérer des anomalies, même sur des flux qui seront chiffrés, sans avoir à les déchiffrer pour les rechiffrer ensuite. Donc des capacités de gérer ça. Et puis aussi la prise en compte du contexte. Donc en gros, c'est faire en sorte qu'on soit capable de comprendre mieux ce qui se passe en fonction du contexte. Alors ça, c'est les grands mots. Il y a eu évidemment l'arrivée d'une nouvelle famille de commutateurs, donc les Catalyst 9000, donc là, avec un calendrier de disponibilité dans les mois qui viennent, donc avec plusieurs modèles, et puis également la fourniture de nouveaux services liés à cette annonce, donc les DNA Services. Donc c'est un package assez complet, et ça c'est la présentation générale. Il va falloir le dépouiller de manière un peu plus détaillée pour savoir ce qu'il y a, et puis attendre véritablement pour savoir quel impact ça va avoir sur le marché. Il y a aussi des nouvelles manières de tarification. Donc par exemple, quand on achète les nouveaux commutateurs Catalyst, là, on achète le matériel, ouais. Et puis tout ce qui est le logiciel, il y a la possibilité de services d'abonnement. Donc on vient aussi un peu à des modèles qu'on connaît dans d'autres domaines. Donc une annonce importante, mais qu'il est un peu difficile de décrypter encore. Oui. En tout cas, en vous écoutant, j'ai un peu l'impression que Cisco revient sur son cœur de métier, qui est le réseau, après peut-être des années... d'être allé dans des domaines très différents, et avec des rachats. C'est une des entreprises qui a fait le plus de rachats depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est vrai que quand on regarde la liste, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Très bien, on aura sûrement l'occasion aussi d'y revenir. Alors, pour conclure l'actualité de la semaine, on va faire un peu d'histoire pour nos lecteurs les plus jeunes ou les plus anciens. Alors pour les plus jeunes, ce sera de l'histoire, pour les plus anciens, ça va pas très quelques souvenirs. Oui. Vous souhaitez parler de la loi d'Amdahl, qui remplace la loi de Moore. Alors évidemment, tout le monde ne sait pas forcément ce que veut dire Amdahl, mais on rappelle rapidement, c'était un des créateurs des mainframes
chez IBM et qui a lui-même créé d'ailleurs sa compagnie de clones. Parce qu'il y a eu des mainframe clones. Vous voulez nous parler de la loi d'Amdahl? Alors effectivement, donc Amdahl, vous l'avez compris, Gene Amdahl, c'était quand même une des figures emblématiques de l'histoire de notre secteur, ça c'est indiscutable, donc qui était arrivé chez IBM à la fin des années 50 et qui a été un des architectes en chef, enfin qui a été l'architecte en chef de l'IBM 360. Donc c'est en gros le père et la mère du mainframe, si je puis dire. Donc IBM 360, c'était là pour le coup, c'était vraiment la révolution informatique, c'est le premier ordinateur universel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il a été présenté. Et puis, il est parti d'IBM et il a créé sa propre société, comme vous l'avez souligné, donc qui s'appelait Amdahl, de son propre nom, et qui faisait des mainframes. On n'échappe pas à son destin, qui faisait des compatibles IBM. Sachant qu'à l'époque, c'était une industrie qui était très, très florissante. C'est-à-dire qu'il y avait un peu comme ce qu'on a connu après, il y a eu IBM qui a lancé l'IBM PC, et puis après, il y avait tout un tas d'entreprises qui ont fait des PC compatibles. Enfin, des PC, finalement, puisque c'était ouvert et standardisé. C'était le cas du mainframe IBM 360, puis après le 370, puis les 3080, 3090, enfin, il y a eu toute la famille. Et donc, vraiment une industrie avec plusieurs acteurs, qui faisaient de l'IBM compatible, et sans doute un des plus actifs. Et donc, ce Gene Amdahl, alors pourquoi on en parle? Parce qu'il a énoncé cette loi en 1967, donc ça fait un demi-siècle. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc c'était finalement 3 ans après la loi de Moore. Donc c'est une loi qui est un peu complémentaire de la loi de Moore. Et elles sont un peu différentes parce que la loi de Moore, c'était un peu au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'en gros, on avait constaté que finalement, la puissance des processeurs doublait. Alors, il y a plusieurs versions d'ailleurs, mais celle qu'on retient aujourd'hui, c'est doublait tous les 18 mois. Et effectivement, donc il n'y a pas de formule mathématique ni quoi que ce soit, c'est un peu le constat qu'avait fait à l'époque Gordon Moore. Qui, on rappelle, est un des fondateurs d'Intel. Un des fondateurs d'Intel, et qui s'est avéré, qui s'est prolongé quasiment jusqu'à aujourd'hui, même si dans les dernières années, ça s'est un peu ralenti. Et on dit, enfin tous les gens qui parlent de ces choses-là disent que maintenant, on atteint un palier, l'asymptote. On est au mur et il faut passer à autre chose. Donc il y a l'informatique quantique, il y a tout un tas de choses qui arrivent. Et donc Gene Amdahl, lui, c'est une loi un petit peu complémentaire qui disait qu'en fait, quand on fait un traitement informatique, il y a une partie qui est parallésable et puis il y a une partie qui ne peut pas être paralysée. Et donc en fait, l'idée c'est que on aura beau gagner tout ce qu'on veut sur ce qui est parallélisable, on ne pourra jamais aller plus vite que en gros le temps nécessaire pour ce qui est le cœur de ce qui se fera en série et qui n'est pas paralysable. Donc c'est une loi qui est énoncée avec une formule mathématique. Donc pour ceux qui veulent s'y référer, on a fait un petit article cette semaine justement qui énonce cette loi, enfin qui est connue partout. Et donc, parallèlement à ça, si on regarde ce qui s'est passé dans les microprocesseurs ces derniers temps, parce que c'est un peu aussi l'intérêt, effectivement, il y a eu dans les années, il y a une dizaine d'années, où on commençait à avoir des problèmes, on augmentait les cycles d'horloge, on avait des processeurs avec de plus en plus de transistors. Ça a été des millions, des milliards, enfin des milliards. Dizaines de millions. Et donc, il y a phénomène de surchauffe, etc. Et on est arrivé à faire des processeurs multicœurs. Et donc, l'application de tout ça, c'est que finalement, il y a plusieurs typologies de multiprocesseurs. Donc, il y en a qui ont des cœurs homogènes. Donc, ça veut dire, en gros, ils font à peu près tous la même chose. Il y a des processeurs avec des cœurs hétérogènes. Donc, il y a un CPU et puis il y a des GPU. Donc, c'est des processeurs spécialisés. Donc, il y a toute une famille de processeurs de microprocesseurs de ce type-là. Et puis, il y a une troisième famille qui est dynamique. Ça veut dire qu'en gros, on a des cœurs qui sont un peu spécialisés et qu'on peut activer en fonction des événements et des travaux à réaliser. Donc, bon, finalement, ça a été tiré un peu
c'est un peu une des conclusions de la loi d'Amdahl et de la loi de Moore, et qui fait que on est obligé de paralléliser parce que on est arrivé un peu au plafond, au bout. Alors après, donc effectivement, il y a des prochaines générations, l'informatique quantique dont on parle beaucoup. Il y a aussi, on en a parlé il y a pas très longtemps, c'est l'ordinateur orienté mémoire. Donc c'est-à-dire qu'on met les architectures sont un petit peu différentes, où tous les traitements sont faits dans la mémoire vive. Donc c'est un peu une étape intermédiaire, et on a parlé de l'annonce de HPE dans ce domaine. Donc on voit qu'on est en train de changer de modèle, de paradigme, comme on dit, pour utiliser un peu compliqué, et que en tout cas c'était intéressant de revenir 50 ans après sur cette loi qui est toujours là, et qui définit finalement les choses, même si les choses évoluent, quoi. Très bien. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Et, pour la semaine à venir, l'événement que vous avez retenu, c'est le Fujitsu World Tour, qui fait une étape parisienne, comme j'allais dire chaque année, me semble-t-il. Oui. Alors, sachant que Fujitsu, on le rappelle, était aussi un acteur, me semble-t-il, des mainframes. Hein. Absolument. Position facile, mais... Oui. Et puis ils sont associés avec Siemens ils ont lancé des serveurs à base de Spark, donc composant Sun, qui a été racheté par Oracle. Donc là c'est plutôt la partie service. Donc comme vous le disiez, c'est Fujitsu World Tour qui fait une étape à Paris. Donc cette semaine ils font une présentation, donc cette conférence au 104. Donc le 104 c'est le lieu, un des hauts lieux maintenant de ce genre de choses dans le 19e arrondissement à Paris. C'est un peu la présentation avec, je dirais, des espaces spécialisés, donc un sur la distribution, un sur l'industrie, un sur le digital workplace, donc des choses comme ça. Et puis ce sera l'occasion aussi pour Fujitsu de faire un peu le point sur où ils en sont en matière de transformation numérique, de numérisation, sachant qu'ils reviendront, on n'en avait pas vraiment parlé, mais en mars, il y avait eu la signature pour la création d'un laboratoire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc ils ont financé ça à hauteur de 50 millions d'euros, donc c'est pas négligeable. Donc ce sera l'occasion, on voulait en parler parce que c'est un acteur dont on parle pas très fréquemment, et ce sera l'occasion de faire le point sur cet acteur qui n'est pas toujours très présent, mais qui est bien là, et qui existe bien. Très bien. Bah écoutez, on aura donc sûrement l'occasion d'en reparler peut-être dès la semaine prochaine. Et puis pour conclure, un traditionnel coup de gueule, coup de cœur. Alors là, cette fois-ci, c'est peut-être plutôt un étonnement, puisque vous avez souhaité revenir sur le classement de Gartner des leaders du secteur high-tech, classement qui mélange peut-être un peu des choux et des carottes, on va dire. Cela dit, c'est un classement qu'on aurait pu faire nous-mêmes, si je puis dire, parce que on veut toujours classer. Mais effectivement, si on prend, donc ils ont sorti le classement des 100 premiers acteurs de l'IT, et donc si on prend uniquement les 5 premiers, donc dans l'ordre, on a Apple, Samsung, Google. On a Microsoft et IBM. Donc ça, c'est les 5 premiers. Et on voit bien que finalement, en termes de profil et puis d'évolution, c'est vraiment des acteurs qui sont très différents. Enfin, en quoi on va comparer un Apple avec un Google et un Microsoft, Google... Apple et Microsoft encore, ça peut s'entendre. Oui, oui, parce qu'ils ont des intersections communes. Mais Google et IBM, par exemple, Google, on ne le voit pas beaucoup en entreprise. Mais malgré tout, c'est un acteur important. Et qui aurait dit il y a seulement 10 ans que Google, en termes de chiffre d'affaires, serait devant IBM. C'est 90 milliards de dollars contre 77 000. Mais bon, c'est des modèles économiques qui n'ont rien à voir. Google, son chiffre d'affaires, c'est de la publicité. À 90%. IBM, c'est de la vente de matériel, donc de moins en moins, de logiciels et de services. De plus en plus. Effectivement, si on regarde ce tableau, ces 5 premiers, là, c'est vraiment un étonnement. Bon, Apple est quasiment, en termes de chiffre d'affaires, 3 fois plus gros que IBM. Est-ce qu'on aurait pu dire
ça il y a seulement 10 ans. Enfin, ça paraît, surtout on se souvient des années, juste après les années 2000, Apple était quasiment moribond. Enfin, on peut dire proche de la liquidation. D'ailleurs, on aurait dû parier un copec à cette époque-là. On se souvient tous de la fameuse phrase de Michael Dell. Si j'étais la patronne d'Apple, je céderais mes actions pour $1 ou quelque chose comme ça. Oui. Et puis, en termes d'évolution, on voit bien, Microsoft, donc Apple, on voit, en 15 ans, c'est une explosion totale. Samsung... oui, qu'on n'avait pas forcément non plus vu arriver à ce niveau-là. Non, pas du tout. Samsung, pareil, qui est maintenant quand même le numéro 1 des smartphones, mais qui est qui couvre énormément de domaines technologiques. Microsoft qui par contre résiste bien et qui est très présent sur le cloud et qui depuis l'arrivée de Satya Nadella est vraiment reparti. Mais c'est une croissance constante. À l'inverse, IBM, c'est un peu une étoile qui est en train de s'éteindre. Donc est-ce qu'il va y avoir une allumette qui va permettre de redémarrer? Peut-être. Mais en tout cas, IBM, on sent bien qu'il y a des... comment dire, il y a des projets, mais en tout cas, depuis quelques années, les résultats ne sont pas tout à fait là. Donc un classement intéressant parce que finalement, il frappe un peu l'imagination et il fait réagir. Mais bon, c'est un peu comme tous les classements. Mais en tout cas, on voulait revenir là-dessus. Eh bien, merci Guy pour cette synthèse. Je vous propose maintenant d'échanger avec notre invité de la semaine, Mathieu de Montvalon de la société ServiceNow. Faire le point sur l'actualité de cette société. Bien, alors cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu de Montvalon, qui est responsable France pour ServiceNow. Mathieu de Montvalon, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, c'est la tradition pour cette interview de la semaine. L'idée, c'est de nous dire ce qui a retenu votre attention, quel est l'élément d'actualité. Alors ça peut être un élément très ponctuel ou plutôt une tendance qui a retenu votre attention et que vous voudriez expliquer à nos lecteurs. Alors effectivement, ce qui a attiré mon attention, c'est peut-être davantage une tendance qu'un fait bien précis. C'est un certain nombre d'annonces autour de l'intelligence artificielle. J'ai lu par exemple récemment qu'un centre de cancérologie à New York a décidé de recruter un jeune spécialiste en diagnostic médical d'un genre tout à fait nouveau, puisqu'il s'agit d'une intelligence artificielle. Donc c'est la première fois qu'on voit ça en lieu et place d'un traditionnel spécialiste. Donc ce qui apparaît comme nouveau, c'est effectivement l'accroissement du nombre d'annonces autour d'un sujet qui finalement lui-même n'est pas nouveau. Le machine learning, ça existe depuis très longtemps. Ça fait plus de 20 ans qu'on connaît ces technologies. Et pourquoi maintenant on voit apparaître tout un tas d'annonces autour des applications du machine learning? C'est plutôt les applications qui apparaissent aujourd'hui. Alors que l'exploration de données ou le data mining, ça fait très longtemps que les techniques d'apprentissage, c'est leur quotidien, ils maîtrisent ça parfaitement. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme si l'arrivée du big data, avec l'induction très forte de l'IoT à l'intérieur, de l'Internet des objets, cette arrivée du big data offre finalement, d'une part, ses lettres de noblesse au data mining, et d'autre part, apporte un champ d'application qui n'existait pas auparavant. Comme si un petit peu... on avait déjà le cerveau qui était très brillant, opérationnel, très puissant, mais que ce cerveau ne disposait pas de l'enveloppe corporelle autour qui lui permet d'être efficace puis d'opérer, parce que c'est quand même son premier terrain de jeu. Donc très concrètement, ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ça qui me paraît un virage intéressant dans l'intelligence artificielle, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'application du machine learning à des logiciels d'entreprise. Là où auparavant, c'était... cantonné à des solutions spécifiques sur des marchés de niche, pour des spécialistes, pour régler des problématiques. Pour jouer au Go, pour jouer aux échecs, pour faire de la reconnaissance d'images. Parfois un peu plus professionnel que ça, mais c'était quand même très verticalisé. Bon, ça montrait la puissance de
de la technologie. C'est-à-dire qu'effectivement, pour la reconnaissance d'image, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est imbattable. Et maintenant, pratiquement sur tous les jeux, elle a battu. Mais c'était toujours sur des secteurs qui étaient extrêmement ciblés. Et là, maintenant, on arrive à des champs d'application qui sont beaucoup plus larges. C'est un peu une des nouveautés. C'est ça. Mais du coup, ça a permis de faire ses preuves, de s'améliorer d'année en année et d'avoir une techno qui est complètement mature aujourd'hui et qui vient petit à petit s'intégrer dans notre quotidien. C'est ça la nouveauté. C'est un peu la mise à disposition au plus grand nombre de ce savoir-faire, enfin ce savoir-penser plutôt, pour que tout un chacun puisse bénéficier de ce machine learning dans son travail quotidien. D'accord. Alors vraisemblablement, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on va parler de ServiceNow, il est probable que vous-même vous utilisiez ces technologies de machine learning et d'intelligence artificielle dans vos propres logiciels. Donc on va passer maintenant à ServiceNow qu'on ne présente plus, hein, créé en 2004, près d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. 4500 salariés ou peut-être 5000 puisque ça évolue tous les jours je suppose et donc Gartner vous présente comme le leader de l'ITSM, donc IT Service Management, assez loin d'ailleurs devant BMC, donc ça c'est le cadre général et il se trouve que récemment, donc dans votre actualité à vous, il y a eu une réorganisation assez profonde qui vous a entraîné à constituer des business uniques orientés métiers. Donc il y en a une évidemment qui est sur l'IT, mais il y en a sur les fonctions de l'entreprise. Il y en a une sur le RH, il y en a une sur le Customer Services, et avec comme objectif d'atteindre, alors il y a toujours un objectif financier, d'atteindre les 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020. Alors ça c'est, je dirais, description générale. Est-ce que maintenant vous pourriez nous dire finalement qu'est-ce que ça va changer, à la fois pour vos clients, parce que c'est quand même important, cette spécialisation, et en termes de produits, comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a un socle de base sur lequel on enfiche des applications spécialisées, ou est-ce que c'est une approche un peu différente que vous avez retenue pour ça? Alors, il y a effectivement un socle de base qui est la plateforme. ServiceNow, avant d'être effectivement un éditeur d'ITSM, c'est avant tout une plateforme. Ça a été créé comme tel, une plateforme dans le SaaS. Cette plateforme, dès le départ, elle est censée pouvoir adresser n'importe quel type de processus métier. Historiquement, c'est vrai qu'on a commencé par des processus plutôt IT, donc ITSM, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait autre chose. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est effectivement une réorganisation pour être capable de dire, c'est pas tout de vouloir adresser les métiers, il faut pouvoir se préparer à avoir des R&D spécifiques, du marketing spécifique, des équipes de vente spécifiques, donc être vraiment en train de se spécialiser métier par métier, sur la vente d'applications, mais qui repose toujours sur le même socle, sur la même plateforme qui est la même depuis le premier jour. Donc finalement, ce qui voudrait dire que cette nouvelle organisation, elle était quasiment dans les gènes de l'entreprise, telle que vous l'avez décrit. C'est-à-dire qu'il y avait bref cette volonté de gérer des processus, mais quels qu'ils soient. Vous êtes lancé dans l'IT d'abord, mais il y en a bien d'autres et vous venez de les mentionner. C'est exactement ça. C'est comme si elle était prévue dès le départ, cette réorganisation. C'est juste un fait dans notre croissance lié à notre maturité, mais dès le départ, on ne voulait pas faire que d'ITSM, on voulait adresser tous les processus. Parce que l'idée de départ de ServiceNow, c'est de pouvoir être vraiment transverse dans l'entreprise, être vraiment cette épine dorsale. Donc on savait qu'à un moment donné, on allait devoir s'organiser de cette façon-là. D'accord, on aurait pu le deviner nous-mêmes, mais bon, donc c'est ce que vous avez fait. Alors pour ce qui concerne l'IT, bon, là il n'y a pas de problème puisque vous êtes né dedans, si je puis dire. Maintenant, pour ce qui concerne le reste, les RH, le Customer Services, etc., là ça nécessite des compétences métiers, si je puis dire. Donc est-ce qu'en termes d'organisation, ça veut dire que vous allez recruter des gens qui vont être des spécialistes de ces questions, ou est-ce que c'est une manière différente d'appréhender les choses que vous avez retenues? Alors, tout d'abord, je précise que quand on parle de RH, on n'a pas la prétention de vouloir remplacer des systèmes core RH. Ce n'est pas du tout notre cible. Quand on parle chez nous de RH, c'est ce qui se passe entre les employés et les RH. Finalement, cette relation qui a été un peu mise de côté au fil des années, on a très bien outillé les métiers des RH, mais les employés, on ne leur permet pas de s'adresser correctement aux RH. Donc nous, ce qu'on propose de faire quand on parle de RH, c'est ce qui se passe entre les deux. C'est la fameuse intermédiation de services. Donc lorsqu'on fait ça, finalement, on reproduit tout un tas de mécanismes qu'on connaît et qu'on a rodés avec le temps sur d'autres sujets, notamment l'IT. Donc faire du service management pour les RH, c'est finalement pas si éloigné que ça du service management pour l'IT, pour le marketing, pour les ventes. Mais est-ce que ça nécessite quand même une certaine connaissance des RH ou pas? Effectivement, vous avez raison, ça nécessite une connaissance du métier des RH puisque c'est à eux qu'on s'adresse. Et c'est pour ça qu'on a fait venir à bord un certain nombre de personnes issues ou de nos clients,
ou du marché des RH pour effectivement, et c'est ça le sens de cette réorganisation, c'est d'avoir des R&D vraiment métiers au lieu d'avoir une R&D uniquement technique plateforme. Alors, si on les liste les 5, puisque c'est quand même intéressant, donc il y a l'IT, les RH, les Customer Service, donc le service client, et puis il y en a la sécurité. La sécurité, donc c'est un domaine dont on parle régulièrement. Beaucoup. Et puis le dernier qui est finalement la première raison d'être de ServiceNow, c'est la plateforme elle-même. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de clients qui souscrivent à ServiceNow, non pas pour telle ou telle application prête sur étagère, mais pour faire eux-mêmes leurs applications, adresser eux-mêmes leurs processus qui n'ont pas été pensés par avance par nous, donc qui n'existent pas sur étagère. Et est-ce que ça veut dire que précisément, donc c'est des clients, mais est-ce que ça peut être des partenaires aussi qui utilisent votre plateforme pour développer des espèces de, je ne sais pas comment vous les appelez, mais des applications spécifiques? Est-ce que ça veut dire que, je pense à Anaplan, une démarche un peu similaire, c'est-à-dire qu'ils ont un socle de base et puis ils ont des modules qui sont spécialisés par fonction. Et ces modules, ils peuvent être après standardisés et finalement proposés également aux clients. Est-ce que vous avez une démarche un peu similaire? C'est exactement ça. Puisque au départ, l'idée c'était cette plateforme, qu'ensuite dans un second temps on a amené des applications, on a aussi permis aux clients de se faire eux-mêmes leurs propres applications. Du coup, le résultat, c'est que les partenaires sont venus dans cet écosystème pour créer leurs applications et les mettre sur notre place de marché. Donc, on a un store, un peu comme l'App Store. Donc, c'est un véritable écosystème que vous êtes en train de mettre en place. Exactement. D'accord. Et donc, ça veut dire que donc c'est 5 business units pour l'instant, mais a priori, ça peut être amené à se développer, avec des points forts sur certains et peut-être vous êtes un peu en retrait sur d'autres. Enfin, je suppose qu'on ne peut pas être au même niveau partout. On ne peut pas être au même niveau partout. Donc, quels sont les domaines que vous allez viser en priorité? Aujourd'hui, il y a 2 domaines qui sont très porteurs sur cette démarche de service management dans l'entreprise. C'est les RH et le service client. On a sorti récemment une étude, comme on fait un petit peu chaque année, dans laquelle on interroge tout un tas de dirigeants, et qui de cette étude remonte le fait que l'automatisation, on sait qu'on doit y aller, tout le monde y va le plus vite possible, et tous les métiers ne sont pas équivalents en termes d'automatisation. Et notamment, il y a 2 métiers qui sont les RH et le service client, qui sont les parents pauvres de l'automatisation. Donc aujourd'hui, c'est là où il y a une très forte traction de cette démarche de service management, c'est les RH, pour encore une fois mettre en relation les employés et les RH, et d'autre part le service client, pour aller au-delà de ce qu'ont fait les éditeurs traditionnels de CRM qui adressent ce sujet-là, enfin qui adressaient jusqu'à présent seul ce sujet-là, se focaliser uniquement sur l'engagement du client. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire d'amener de l'automatisation pour faire en sorte que le client, non seulement on lui réponde très très vite, mais ensuite on adresse réellement son problème très très vite, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc c'est les deux pôles qui amènent le plus de traction, donc le customer service et les RH. D'accord. Alors, il se trouve qu'à Knowledge 2017, qui s'est passé récemment à Orlando, vous avez annoncé votre nouvelle version de votre solution qui s'appelle Jakarta. La précédente était Istanbul, donc on pourrait subodorer ce que sera la prochaine. Elle commencera vraisemblablement avec un K. Est-ce que sans rentrer dans le détail de cette nouvelle version, vous pourriez nous donner quelques clés de compréhension et mettre en avant ce qui vous paraît important? Vous avez en particulier fait allusion au cloud management, donc est-ce que c'est un point qui vous paraît saillant de cette nouvelle version? Alors en fait, à chaque nouvelle version, on choisit des typologies de nouvelles versions. Un petit peu comme vous avez les iPhones qui, un coup, sont plutôt une amélioration de la version précédente et un coup plus novateur. Là, ce coup-ci, cette version... C'est un peu chez Intel, le tic et le toc. C'est ça, c'est un peu ça. Là, cette version de Jakarta adressait trois choses différentes. Premièrement, un sujet qui est interface utilisateur au sens large. Là, c'est le responsive design, c'est ça que vous avez... Notamment, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets autour de l'interface utilisateur où très clairement, on s'est un petit peu assis sur nos lauriers sur ce sujet-là. Et à force de dire qu'on était à la pointe de l'innovation, eh ben, c'est plus vraiment le cas. Donc on a voulu remettre un peu au goût du jour tout un tas d'interfaces utilisateurs. C'est vrai qu'il faut reconnaître que les logiciels d'entreprise, en général, ils ont une interface utilisateur qui est assez moyenne. C'est ce qui se fait de mieux. Voilà. Donc il y a eu un petit peu une grosse avancée là-dessus dans plusieurs domaines. Il y a un autre sujet qui est apporter des nouvelles fonctionnalités qu'on ne traitait pas jusqu'à présent. C'est notamment le cas du cloud management. Non pas qu'on ne le faisait pas, mais qu'on ne le faisait pas suffisamment. Et puis le troisième sujet, c'est l'intelligence artificielle avec l'arrivée du machine learning. Alors, bon, précisément, c'est vous qui faites la transition.
vous n'êtes pas arrivé, je dirais, comme ça, de but en blanc sur le sujet. Comme vous dites, c'est une tendance dont on parle depuis longtemps. Et il se trouve que vous avez racheté 2 entreprises, donc DX Continuum en début d'année. En mai dernier, c'est une autre entreprise qui s'appelle Clu, ou Clou, je ne sais pas exactement comment on prononce, qui sont, elles, spécialisées dans ces technologies-là. Et donc, en fonction de ce que vous avez dit au départ et puis de ces rachats, on peut supposer que vous allez injecter de l'intelligence artificielle dans vos produits. Et qu'est-ce que, alors vous parlez d'automatisation, qu'est-ce que ça va apporter finalement pour les clients qui utilisent vos solutions? Alors, vous l'avez cité, l'enjeu de tout ça, c'est d'amener cette intelligence à l'automatisation. C'est d'avoir l'automatisation intelligente pour qu'elle puisse s'adapter en permanence aux processus qui eux-mêmes sont en permanente évolution. Donc, DX Continuum, tout d'abord, on l'a racheté fin 2016, en décembre 2016. Et comme à chaque fois qu'on rachète une société, chez ServiceNow, plutôt que de la garder puis démultiplier le portfolio, on décompile la solution et on la recompile, on la recrée à l'intérieur de la plateforme. C'est ce qu'on a toujours fait. Et c'est en l'occurrence ce qu'on a fait pour DX Continuum. Simplement, ça prend du temps, ça prend en général 18 mois à peu près pour voir arriver le premier fruit de ce rachat. Or là, Jakarta qui sort là maintenant, déjà apporte les premiers fruits du rachat DX Continuum qui était en décembre 2017. DX Continuum, donc c'est du machine learning, ça nous amène essentiellement 3 choses dès maintenant dans la version de Jakarta. Premièrement, c'est la détection d'anomalies. Donc dès lors que vous êtes capable de capter des centaines de milliers d'événements qui se passent dans votre infrastructure, ça peut être intéressant par un modèle prédictif d'être capable de sortir une anomalie, de sortir un comportement qui est complètement anormal par rapport au modèle prédictif que vous avez. Notamment pour lever les bonnes alertes, gérer tous les processus automatisés derrière. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir des modèles prédictifs qui permettent d'automatiser des traitements, par exemple d'automatiser un routage de cas, d'automatiser l'affectation à une bonne équipe d'un ticket. Donc là, c'est automatiser le renseignement d'informations dans un modèle de données propre à telle ou telle application. Et le troisième cas, là pour le coup très classique, ça concerne l'analyse prédictive à l'intérieur de la plateforme. On a une solution depuis assez longtemps qui s'appelle Predictive Analytics et qui justement va permettre de dire, une fois que j'ai fait une tendance sur un KPI, une fois que je sais mesurer ce KPI jusqu'à aujourd'hui, pourquoi pas prolonger cette tendance à demain, après-demain, au mois prochain, en utilisant justement le machine learning. Donc là, c'est l'amélioration de quelque chose qui existait déjà, amener le prédictif sur son analyse de tendance. D'accord, donc vous avez dit 18 mois pour intégrer complètement une solution dans votre propre produit. Donc là, ça fait 6 mois. Vous avez déjà injecté, quand on sera au bout de ce cycle-là, qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme amélioration vraiment majeure, ou est-ce que c'est un peu tôt pour en parler? Non, il y a déjà des choses qui sont en train de se formaliser. Par exemple, et c'est pour ça qu'on a l'intention de racheter la société Clou. La société Clou va nous amener, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un chatbot ou un agent intelligent. Maintenant, lorsqu'on a cet agent intelligent, il faut pouvoir lui parler avec son langage propre, son langage métier. Et c'est là où on a aussi investi dans une société qui s'appelle Build on Me, qui permet d'amener une couche sémantique par-dessus l'agent intelligent. Donc l'étape d'après de ce qui s'appelle chez nous l'Intelligent Automation Engine, c'est l'agent intelligent et puis la couche sémantique pour parler RH à cet agent intelligent, pour lui dire je suis fatigué, et qu'il sache dire vous devez prendre des vacances, si vous reste tant de jours de congé, tant de jours d'RTT, voilà ce qu'on vous propose, appuyez ici si vous êtes d'accord, donnez-nous oralement la date de vos congés, etc. Et s'il ne reste plus de jours de vacances, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça touche un autre sujet, c'est l'automatisation, toujours comment faire en sorte de soulager son travail au quotidien. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. On aura peut-être l'occasion de se revoir pour la prochaine version qui commence avec un K. J'étais en train de me dire qu'est-ce que ça pourrait être, peut-être Kuala Lumpur, on ne sait pas. En tout cas, Mathieu de Montvallon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci à Mathieu de Montvallon, merci à vous Guy, merci à vous chers internautes. Et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, excellente semaine à toutes et à tous. Merci.